Connaissez-vous la triskaïdécaphobie? C'est en quelques mots la phobie du nombre 13. Il faut dire que c'est un nombre qui a un caractère particulier dans différents domaines, religion, histoire ou mathématiques, ce qui influencera diverses superstitions. Par exemple, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Philippe II de Macédoine ajouta sa statue à celle des 12 dieux et fut assassiné un petit peu plus tard. Le nombre 12 symbolise d'ailleurs l'accomplissement. Nous avons 12 mois dans l'année, la journée se divise en 2 cycles de 12 heures et il est divisible par 1, 2, 3, 4, 6 ou 12, alors que 13 n'est divisible que par 1 ou par lui-même et est plutôt source de déséquilibre. Des fêtes telles que la tradition du Sisda Bedar rappellent en effet la malchance liée à ce nombre. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas parler de ce sujet sans évoquer la religion. Le fameux dernier repas de Jésus durant lequel il avait convoqué ses 12 apôtres dont Judas, le traître qui sera responsable de sa mort. Du coup, ils étaient 13, et ce nombre fut forcément associé aux souffrances du Christ à travers l'histoire. Des exemples comme ça, il y en a des milliers, et nous pourrions parler de l'extrême superstition des Américains à ce sujet, puisque quasiment 20 millions d'entre eux sont atteints de cette phobie, et que beaucoup de villes des États-Unis évitent même de donner le nombre 13 à des immeubles ou de créer des 13e rues ou avenues. Mais peut-être aussi que certains des triskaïdécaphobes doivent leur maladie à la franchise cinématographique dont est issu notre film du jour. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Fin 1980, Vendredi 13 n'est pas seulement le film d'horreur le plus lucratif de l'année, mais il représente carrément le nouveau visage du genre lui-même. Dans la lignée de Halloween, il frappait juste, ciblant les peurs collectives de son ambiance comme peu de films hollywoodiens l'avaient fait auparavant, et surtout, loin des règles établies et traditionnelles de l'époque. Grâce à la campagne publicitaire monstrueuse lancée par la Paramount, Vendredi 13 fut le lien entre le cinéma indépendant, les films de série B distribués de façon régionale, et le vénérable cinéma des majors hollywoodiennes. Vendredi 13 était au premier plan d'une nouvelle vague de films d'exploitation profitant des envies nouvelles d'un public cherchant à sortir du mainstream pour trouver quelque chose de plus effrayant, de surprenant. Petites et grandes compagnies de cinéma se lancèrent dans ce nouvel Eldorado à la recherche du succès de Halloween et de Vendredi 13, désormais pionniers du nouveau sous-genre du slasher qui allait simplement devenir un genre incontournable de l'industrie qui souhaitera en faire toujours plus rapidement, moins cher et plus gore encore que le précédent, quitte à parfois tomber dans le mauvais goût le plus total. Personne ne fut plus surpris par la réussite de Vendredi 13 que ses propres créateurs. Car après tout, Sean Cunningham comptait sur ce film pour générer assez d'argent pour pouvoir faire d'autres films qu'il comptait réellement faire. Mais cette fois, on lui proposait un poste de réalisateur sans qu'il ait à dépenser le moindre sou. Mais pour refaire un nouveau volet, Vendredi 13, une sorte de copier-coller de son précédent film. Du coup, la question de Cunningham était: qu'est-ce que tu peux raconter quand t'as tué la totalité de tes personnages dans ton premier film, dont ton tueur? Que racontes-tu dans ce cas-là? Dans un premier temps, Frank Mancuso, futur directeur de la Paramount, voulait changer de direction et faire de Vendredi 13 une franchise à succès, dont un nouvel épisode sortirait chaque année au cinéma pour attirer avant tout les adolescents. Il voulait en faire une anthologie, que chaque film soit fait sans lien avec les précédents et raconte une histoire unique en lien avec les superstitions autour de Vendredi 13. Seulement, les autres producteurs avaient, eux, d'autres projets. Pour beaucoup d'entre eux, c'était simple. Dans ton premier film, tu as tué 8 personnes, et les gens ont adoré. Dans le second, tu dois en tuer 20. Mais qui tuerait tous ces gens, vu que Pamela Voorhees s'était fait décapiter dans le premier volet? Phil Scuderi, par exemple, n'est plus ni moins que l'un des 3 propriétaires de la chaîne de cinéma américaine Esquire Theatres, ou encore les producteurs d'origine arménienne Steve Minassian et Bob Barsamian, qui possédaient les droits du film, avaient une solution miracle, voir Jason Voorhees, l'enfant handicapé décédé depuis des années, apparaître dans cette suite. Peu importe que son apparition surprise à la fin du film était juste une blague destinée à faire sursauter le spectateur, il voulait en faire un véritable personnage, le début d'une nouvelle mythologie. Sean Cunningham, réalisateur du premier film, était totalement contre cette idée. Pour lui, Jason était juste un enfant mort réapparu dans l'imagination d'une personne traumatisée, à savoir Alice, la survivante du film. C'était un non-sens d'utiliser ce gag proposé par Tom Savini, je le rappelle, pour refaire une nouvelle histoire. Victor Miller, scénariste du premier volet, était d'accord avec lui, et à cause de ses divergences d'opinion et de ses nouvelles prétentions salariale, il fut écarté du projet. Du coup, Sean ne se sentait pas chaud de reprendre la casquette de réalisateur qu'il laissa à son ami et collaborateur de toujours, Steve Miner. Car Steve Miner ne sortait pas de nulle part. Il avait effectivement bossé sur absolument tous les films de Cunningham en effectuant tous les jobs possibles et imaginables sur un long métrage. Ils travaillaient même déjà ensemble à la production de La Dernière Maison sur la Gauche de Wes Craven en 1972. Parmi ses faits d'armes les plus notables, il fut réalisateur de la seconde équipe dans Here Comes the Tiger de son poteau Cunningham et eut l'insigne honneur d'être assistant réal pour Vendredi 13.
Ainsi, reprendre la réalisation de ce deuxième opus était pour lui la continuité logique de son travail, et il avait assez bossé sur des projets horrifiques à succès auparavant pour comprendre, selon lui, ce qui attirait tant le public en eux. L'ampleur de la tâche ne l'effrayait pas, et au contraire, l'attirait. Et si le nom de Steve Miner ne vous est pas étranger, c'est normal, parce que oui, Vendredi 13 2 était son premier film, mais il en a réalisé bien d'autres par après, et pour la plupart, des films d'horreur. Déjà, il a fait Vendredi 13 3, Meurtre en 3 dimensions, dont nous parlerons un autre jour, mais en plus, il est à l'origine de House, Warlock, Halloween H 20 ans plus tard, ou encore Lake Placid. Bon, en termes de qualité, je vous laisse juger, moi il y a des films à lui que j'aime bien, mais c'est discutable. Le nouveau scénariste qui avait un petit peu touché au script du premier film était Ron Kurz. Chapeauté par le bienveillant Steve Miner, il entreprit d'écrire une suite crédible avec des demandes très précises de la part des producteurs. Et premièrement, si le premier Vendredi 13 avait forgé la légende de Pamela Voorhees et d'Alice, la Final Girl, il fallait rebattre les cartes pour lancer un nouveau mythe, celui de Jason. Du coup, Adrienne King accepta généreusement de revenir pour un caméo lors de la scène d'introduction, elle qui n'était pas obligée contractuellement de le faire. Jason la tue, permettant ainsi de venger sa mère et de réduire à néant cette héroïne indestructible et invincible qui avait triomphé du mal lors de ce premier film. On commence à peine ce nouveau long métrage et on démarre tout de suite sur de nouvelles bases. Ah oui, et fun fact, cette séquence a été tournée après le tournage, en dernier lieu. Et il fallait bien quelqu'un pour camper Jason, puisque le vrai Jason n'était pas là. Du coup, pour la seule et unique fois de l'histoire, c'est une femme qui a joué Jason uniquement pour cette séquence. Il s'agit de Helen Luther, la costumière du film, qui a prêté notamment ses jambes à notre tueur masqué. Et je trouvais ça plutôt cool comme anecdote à souligner. Du coup, un scénario mini mais presque décalqué du film précédent nous est proposé ici. De nouveaux jeunes veulent lancer à leur tour un camp de vacances aux alentours de Crystal Lake, 5 ans après les terribles événements qui s'y sont déroulés. Sauf que Jason Voorhees, le fils de Pamela que l'on croyait mort, est toujours en vie et venge sa mère en tuant Alice, survivante du premier opus. Ensuite, il se mettra à massacrer tous ceux qui oseront se pointer dans les environs de Crystal Lake, son territoire. Mais maintenant qu'Alice est morte, elle aussi, aucun des personnages du premier volet n'est encore en vie pour le second. Il faut donc de nouveaux personnages, et qui dit nouveaux personnages, dit nouveaux comédiens. Pour l'aider dans cette tâche, Steve appela à la rescousse Barry et Julie Moss, les directeurs du casting du premier film, mais ceux-ci se montrèrent, selon leur propre aveu, arrogants et déclinèrent l'offre. Ils le regretteront toute leur vie, mais ils conseillèrent tout de même Meg Simon à Steve, une productrice de Broadway qui venait de lancer sa propre boîte. Son objectif lors du casting était surtout de trouver des jeunes gens qui restaient attirants, même couverts de sang. La plupart des comédiens choisis étaient issus du monde de la pub et étaient choisis sur base de stéréotypes très marqués. Amy Steele, l'actrice de Ginny, la nouvelle Final Girl, a été choisie parce qu'elle était une femme forte et blonde et parce qu'elle criait bien. Mention spéciale à John Furry, né un vendredi 13, qui semblait donc destiné à jouer dans l'un des films de la franchise. Pour continuer les liens avec le premier film, Betsy Palmer alias Pamela Voorhees est tout de même revenue, de même que Walt Gurney alias Crazy Ralph, le temps d'une petite scène chacun. Les acteurs novices dans ce genre de production étaient effrayés pendant la quasi-totalité du tournage, et pour certains d'entre eux, jouer leur propre mort n'était pas naturel, et cela les stressait. Mais comme la Paramount était aux manettes, ils parvenaient à tenir l'idée du snuff movie assez loin de leur esprit et restaient rationnels. Ils furent définitivement rassurés par le sérieux du film en apprenant que l'un des producteurs assistants qui était présent sur le tournage n'était en fait autre que Frank Mancuso Jr., le fils du futur directeur de la Paramount. Tout de suite, techniciens et comédiens sûrs qu'ils seraient payés et surtout qu'aucun d'entre eux ne serait tué. Bah oui, c'est rassurant quand même. D'autres soucis de personnel survinrent durant la pré-production. Tom Savini trouvait l'idée d'utiliser Jason stupide et déclina l'offre qu'on lui fit pour le voir revenir s'occuper des maquillages et effets spéciaux. Steve Miner voulut engager le légendaire Stan Winston à la place, mais il déclina et proposa Dick Smith, qui déclina à son tour et proposa Carl Fullerton, qui lui accepta enfin. On lui confia le design de Jason, que Steve Miner voulait proche de ce qu'avait fait Tom Savini pour le précédent volet, mais il n'eut pour ainsi dire pas le temps de travailler dessus. Une seule journée pour la recherche, le moulage, le concept en entier. Et ce fut très dur pour Warrington Gillette, notre Jason attitré, qui vécut très mal les prothèses dentaires notamment. Il racontera d'ailleurs l'anecdote suivante. D'habitude, je ne suis ni hostile ni violent. Je suis plus que pacifique. Mais je peux vous dire que ce maquillage m'a rendu agressif. Il m'a mis dans un état d'esprit négatif, j'étais constamment énervé. Ils sont allés trop loin. Le processus était plus choquant et plus douloureux que ce à quoi je m'attendais, mais j'ai dû faire avec. Toujours est-il qu'il était au moins content d'avoir ce rôle. Mais le maquillage était si lourd, si coûteux, que l'équipe du film prit la décision de lui mettre un masque, ou plutôt de lui foutre un genre de sac à patates sur la tête. Et ça ne lui plut pas du tout, à tel point qu'il fut finalement viré du projet. On appela en urgence Steve Daskavich pour le remplacer, en lui faisant miroiter un rôle principal dans un film pour le cinéma. Steve se précipita vers le Connecticut où le tournage avait lieu, et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on lui parla du masque. Surpris, il demanda si au moins on pouvait lui filer un script pour qu'il puisse étudier ses dialogues. Mais on lui répondit qu'il n'en avait pas besoin, car la seule chose qu'il avait à faire, c'était grogner
et tuer des gens. Donc, on lui avait promis un rôle titre, et il se retrouvait avec un personnage au visage caché sous un masque, et aucune ligne de dialogue. Pas vraiment le rôle fait pour faire de lui une star. Le tournage allait continuer à subir quelques désagréments. 5 semaines de pluie constante, un masque difficile à éclairer et qui empêchait Dastkowicz de bien voir autour de lui. Une révolte de l'équipe à cause du manque de chauffage, et même quelques allers-retours à l'hôpital après des blessures, notamment à cause d'un contact un poil trop dur avec une machette. Pauvre Steve. Dans le film, c'est lui, Jason, le tueur. Mais sur le tournage, c'était lui qui s'en prenait plein la gueule. Il s'est fait frapper, s'est fait couper le doigt, s'est même fait brûler, et il n'a pas arrêté de faire des allers-retours à l'hôpital. De nombreux soucis techniques survinrent également durant le tournage et le script fut bientôt abandonné. Chaque membre de l'équipe avait des idées à proposer et souvent, elles furent appliquées. Finalement, le tournage était plus une sorte de grand show d'improvisation et ça se voit un petit peu, ne nous mentons pas. Plusieurs idées trop ambitieuses furent également supprimées à différents stades de production, car elles ne fonctionnaient pas, faute de budget. Le but était tout de même de faire peur et pas d'être ridicule malgré ce foutu sac de pommes de terre sur la tête de Jason qui n'eut finalement pas l'effet escompté. La fin du film a causé également quelques problèmes au public, notamment de compréhension. Nous avons un flash alors que Paul et Ginny affrontent Jason, et Ginny se retrouve sur un brancard sauvé. Elle demande alors où est Paul, et nous avons un gros plan sur la tête coupée de Pamela Voorhees censée sourire à ce moment-là, et donc nous donner la réponse. Mais c'est tellement incompréhensible qu'une rumeur persistante prétend que la fin aurait été changée après une violente dispute entre Steve Miner et l'acteur de Paul, John Fury. Ce qu'ils nient tous les deux. Personnellement, je pense qu'il s'agit juste d'un manque de savoir-faire. Probablement que leur séquence de fin ne fonctionnait pas, et qu'ils ont donc bricolé ce truc bizarre à la place en dernier recours. Et le film dut en subir des coupes, notamment à cause de la censure qui obligeait l'équipe à le remonter plusieurs fois. Trop de violence et de gore selon la MPAA, et cette œuvre, déjà difficile à terminer, fut encore plus charcutée par leur faute. Certaines scènes censées être effrayantes devinrent alors complètement inoffensives aux grandes dames de l'équipe. Et finalement, Vendredi 13 chapitre 2, Le tueur du vendredi, sortira le 30 avril 1981, un an après son illustre prédécesseur et engendrera près de 22 millions de dollars pour un budget de 1,2 million. Beaucoup de gens, et parmi eux le scénariste du film Ron Kurz, pensent que Steve Miner a fait un meilleur travail que Sean Cunningham et qu'il est globalement un meilleur réalisateur. Mais ce n'est pas mon cas. Je trouve ce deuxième volet de la saga Vendredi 13 très moyen, voire même assez mauvais. On sent qu'il a été modifié à de trop nombreuses reprises, que ce soit à cause de l'incompétence de l'équipe, du manque de budget, ou même de la censure. Puis ce Jason avec son sac de patates sur la tête est vraiment trop ridicule. Et même si, oui, c'est vrai, c'est officiellement la première apparition de Jason le tueur, ce n'est pas ici que sa véritable légende commence. Le film ressemble beaucoup trop au premier volet. C'est une sorte de remake tant il respecte exactement le même cahier des charges. L'idée était de reprendre les mêmes arguments que le premier et de les multiplier. Plus de morts, un tueur plus présent, des meurtres plus longs et plus réalistes si possible. Il y a même ce personnage handicapé moteur qui semble être un emprunt un petit peu trop grossier à Massacre à la tronçonneuse, une inspiration un peu trop assumée à mon goût. De plus, l'absence dans l'équipe des techniciens doués et expérimentés qui avait permis à Vendredi 13 premier du nom d'être intéressant se fait beaucoup trop ressentir. Des jumpscares hasardeux, une photographie datée et franchement moche, des bricolages ratés et visibles sur beaucoup trop de séquences. Les mêmes reproches faits aux précédents films peuvent aussi être faits ici, comme pour cette morale un petit peu douteuse quant aux assassinats de ces jeunes fêtards, une morale encore plus prononcée ici. Seul vrai bon moment selon moi, la séquence de la cabane de Jason avec cet hôtel ô combien glauque consacré à Pamela Voorhees, avec cette tête originellement conçue par Stan Winston, relayée par Carl Fullerton. Au-delà de la dimension mythologique que ça permet d'ajouter à Jason et à la franchise en elle-même, c'est le seul moment du métrage où l'ambiance glauque arrive à sérieusement prendre sans être gâchée par des détails ridicules ou cheap. Et nous pouvons tout de même aussi souligner la prestation de Amy Steele, plutôt solide, et qui arrive à donner de la tension à des scènes pour ainsi dire vides de toute émotion. C'est peut-être dû au fait qu'elle était vraiment terrifiée par Jason alias Steve, à tel point qu'elle ne lui aurait pas adressé un seul mot durant tout le tournage et qu'elle n'osait même pas le regarder pendant les repas. Mais ces maigres détails ne donnent évidemment pas un film réussi, du moins au niveau critique. Les producteurs seront néanmoins satisfaits de leur retour sur investissement, au point de repartir presque immédiatement au fourneau pour un troisième opus. Mais ça, c'est une autre histoire. C'est la fin de cette critique glauque et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à la partager sur les réseaux sociaux, à laisser un tip ou que sais-je. Vous faites ce que vous voulez. Comme vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, ça y est, nous avons atteint les 3000 € pour le projet Freddy vs Jason. Donc, le tournage se fera très bientôt, puis le montage, et normalement, d'ici février, vous devriez avoir la vidéo sur YouTube. Évidemment, j'espère qu'elle vous plaira, mais rendez-vous en février pour cela. J'espère que cette vidéo aussi vous aura plu également. Comme vous le voyez, je continue à faire la saga Vendredi 13, et pourquoi pas attendre à chaque fois un nouveau Vendredi 13 pour sortir la critique, je trouve ça plutôt marrant. En attendant, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.
Salut à tous et merci d'avoir regardé cette vidéo.